questions au moment de votre inscription. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à la globalité de toutes vos questions dans le webinaire, ce n'était pas le but. Mais pour grosse partie, c'est des questions liées à l'organisation, à l'utilisation, à la gestion de sa trésor. Donc là, Francis va répondre. Il y a eu des questions sur comment prendre en charge les reports, les décalages de charges, tout ça. Donc ça, pas de souci, on est focus trésor. Le prévisionnel d'encaissement sans visibilité, on est aussi sur de la gestion de trésor et les outils. Tout ce qui concerne les dispositifs, les aides, vos questions un petit peu plus personnelles, à ce moment-là, vous aurez les réponses dans le FAQ et le document qu'on vous fera parvenir. Donc, pas d'inquiétude. Et n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Je transmettrai à Francis au fil de sa présentation. Et pour ceux pour lesquels on ne répond pas en direct, même chose, on répondra de manière individuelle dans le document. Francis, c'est à toi. Ok, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Nathalie et Carole qui me permettent d'animer ce webinaire sur piloter sa trésorerie pour mieux préparer sa relance. En quelques mots, qui je suis, je m'appelle Francis Becamel, j'ai 41 ans, je fais partie du réseau Rivalis. Le réseau Rivalis, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants. Ça fait un peu plus de 25 ans que nous existons. Il est composé de 654 conseillers sur le territoire national et à ce jour, nous avons plus de 22 450 entreprises qui sont accompagnées. Au sein de ce réseau, je suis présent dans la région Méditerranée qui va de Perpignan à Nice et 54 conseillers sont présents sur le bassin méditerranéen. Et je suis également le fondateur, mais le cofondateur de la méthode Anatré qui apporte des solutions pour les dirigeants d'entreprise, que ce soit des solutions pour se développer commercialement, que ce soit des solutions pour de l'organisation en interne, que ce soit des solutions pour de la gestion évidemment de trésorerie, de rentabilité, également en fait tout ce qui concerne la gestion d'entreprise, sans oublier le management et la gestion d'équipe. Alors, on va attaquer par une petite définition. Qu'est-ce que la trésorerie? Alors, on ne va pas rentrer dans des définitions trop économistes ou comptables. Mais ce qu'on pourrait dire de manière simple sur de la trésorerie, c'est l'argent dont dispose l'entreprise à un moment M. Donc, c'est ce qu'il y a, l'argent qui est disponible sur le compte bancaire et sur le compte caisse pour ceux qui en ont. C'est un indicateur de la viabilité et surtout de la pérennité d'une entreprise. Aujourd'hui, en effet, les problèmes de trésorerie constituent une des principales causes de faillite des entreprises. Donc, c'est un vecteur qui est évidemment important à suivre, d'autant plus par les temps qui courent. Et puis, ça permet également de tenir ses engagements pour pouvoir payer les charges à venir et donc de prévenir des difficultés. Alors, je vais m'attarder un tout petit moment sur quand même le contexte puisque ça va évidemment changer beaucoup de choses dans la façon dont nous devons gérer nos entreprises. Cette situation, elle est totalement inédite, tout simplement parce que déjà, personne ne l'a, ou peu de monde ont vu arriver cette crise, évidemment sanitaire, mais là, on va s'occuper de l'aspect économique. Et puis, surtout, personne actuellement peut s'informer de ce qui va se passer, encore une fois, d'un point de vue économique. Nous allons disposer de très peu de visibilité pour nos entreprises. Ayons conscience que les prochains mois, voire les prochaines années vont être extrêmement compliquées pour la grande majorité d'entre nous, pour la grande majorité des entreprises. Nous allons vers des mois qui risquent d'être compliqués. Si on peut peut-être couper les micros pour éviter les interférences, ça serait parfait. Oui, on va faire ça. Prénom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, dans ce contexte, il faudra faire preuve de résilience. La résilience, c'est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves qu'il encourt. Faire preuve de résilience, c'est également ce qui va nous permettre de rebondir,
de prendre un nouveau Par rapport départ, à parce que avril. ce qui est sûr, c'est que le monde économique avant cette crise du Covid-19, il y aura un avant, il y aura un après. Oui, oui. Donc, Oui, mais profitons de après, cette, il y a des de toute façon, on a très des peu de produits choix. qui ont Mais pour prendre un nouveau un peu départ, des solutions pouvoir pour la avancer. coiffure. Après, ça, Mais c'est un vraiment, petit des conseil parce que, effectivement, je voilà. suis présent sur les réseaux sociaux, j'échange avec énormément de chefs d'entreprise Votre adresse, et s'il vous plaît. j'entends beaucoup de chefs d'entreprise, Oui. beaucoup parmi nous, qui commentons des fois avec véhémence ce que décide le gouvernement. Oui, comme. Moi, le petit conseil que je pourrais donner, ça Donc, je serait demande à de une mettre notre énergie de à vérifier agir et de uniquement valider sur ce les que nous pouvons maîtriser. Nous pouvons commenter, nous pouvons évidemment avoir un avis sur les décisions qui nous sont Oui, c'est tous les mois, imposées par le gouvernement, mais est-ce que nous pouvons réellement agir dessus? Aujourd'hui, par contre, ce qui est sûr, c'est que dans nos entreprises, Euh, nous avons déjà beaucoup à faire, en elle prenant en va compte évidemment de ce que va voir ça avec vous, décide d'accord? et Il faut qu'on balaye décidera le tout et gouvernement, mais il y a voilà, c'est certains avoir points sur cadré lesquels avec nous ça, je pouvons vais donner, agir et nous d'accord? pouvons maîtriser dans notre entreprise. Donc, mettons notre énergie sur toute notre énergie sur notre entreprise pour faire face au mieux à ce qui arrive. Et puis, je vous ai effectivement mis cette citation de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Effectivement, certes, aujourd'hui, c'est une difficulté. Nous sommes face à une grande difficulté. Par contre, Bonjour, comment nous allez-vous? pourrions Lynel, vous venez de m'appeler à profiter de l'instant. cette difficulté pour se remettre en cause, pour justement prendre un peu de hauteur dans la façon dont nous gérons nos Alors, entreprises, donnez-moi se d'abord poser votre nom évidemment et les société, s'il vous plaît. questions sur le comment nous allons passer cette Oui, vous êtes dans la tempête. galerie Intermarché. Mais derrière moi, je suis intimement convaincu qu'il y a des D'accord. Et le entreprises qui vont restaurant Le sortir Tapas, plus fortes de cette crise. Parce que ça va nous permettre encore une fois de nous remettre en cause, de d'accord. prendre des décisions peut-être différentes, en Mesdames, tout cas, qui pourraient être peut-être mieux efficaces, qui vont nous votre recentrer sur prénom? une gestion plus fine de nos entreprises. Et encore une fois, peut-être que certains parmi D'accord, nous, en mais tout cas c'est ce c'est que pas un j'espère, problème. Quel est votre non prénom? seulement vont passer la vague, mais vont permettre D'accord. de, Votre de numéro de développer téléphone, s'il leur vous plaît. entreprise. Alors, pourquoi il est si important de gérer 19 pourquoi il est si important de gérer son entreprise? 64. D'accord. Votre adresse email, Tout s'il vous plaît. simplement parce que la trésorerie d'une Laure entreprise, Tapas. bon, ça je vais l'apprendre pour personne, mais c'est le nerf de la guerre. Donc c'est un élément, et encore plus Oui. aujourd'hui qu'hier, et peut-être encore Oui. plus demain encore, un élément fondamental dans la Vous avez gestion un spécifique de pour notre le entreprise. C'est également le meilleur Vous avez une indicateur adresse spéciale de pour la le santé de notre entreprise. C'est important aussi de gérer sa trésorerie pour avoir de la visibilité sur notre Alors, combien activité. vous avez Alors fait de certes, chiffre cette d'affaires sur le mois visibilité de précis, aujourd'hui pour va le mois être de mars et le mois à très d'avril? court terme. Qui peut dire aujourd'hui à combien il va finir l'année 2020? Ça paraît compliqué. Maintenant, sur les prochaines semaines ou sur les prochains mois, si nous gérons de manière efficace Donc, notre 41, trésorerie, nous d'accord. allons Et mars, vous m'avez pouvoir dit gagner en 40%. visibilité, ce qui va nous permettre de prendre 40% des bonnes qui a été décisions et effectué au en bon mars. moment. Pareil pour le C'est important de justement de prendre encore une fois de la hauteur sur sa D'accord. trésorerie, Je vais demander de à voir une de comment on mes fonctionne collaboratrices aujourd'hui, de de vous voir rappeler comment on parce va que moi, je fonctionner suis en demain pour visioconférence prendre avec les bonnes l'entreprise. décisions au bon D'accord? moment. Rappelons aussi, Merci et là beaucoup, à c'est tout une à mise l'heure. en garde parce que Au là revoir. aussi je discute avec certains chefs d'entreprise, rappelons aussi que même avec du bénéfice, une entreprise peut se trouver en liquidation judiciaire. C'est pas à cause de sa trésorerie, c'est pas parce que l'année dernière nous avons fait, ou peut-être que certains d'entre vous ont fait de belles années les années précédentes ou l'année dernière avec un certain bénéfice. Attention, les cartes sont redistribuées. Aujourd'hui, si on reste sur nos acquis, on risque d'arriver à des problématiques qui peuvent être fatales. Donc, même si les années d'avant, nous avons fait ce qu'il fallait pour sortir de bénéfices, nous pensions gérer nos entreprises efficacement, attention, on repart quasiment d'une feuille blanche avec cette crise du Covid-19. Et puis moi, je fais partie des optimistes, vous l'avez compris, mais je suis persuadé également qu'avec une bonne gestion de trésorerie, si on sait où on va, même à court terme, alors tout est possible.
Et peu importe l'environnement. Alors oui, l'environnement a changé. Il va peut-être encore changer sur les prochains mois, mais encore une fois, ça va nous permettre peut-être de rebondir plus efficacement. Pardon. Il y a d'autres éléments également, c'est profitons de ce moment pour prendre ou reprendre en main notre entreprise, pour reprendre le pouvoir. Nous avons peut-être eu l'habitude de gérer nos entreprises par habitude ou par routine. Rappelons quand même que l'état de notre trésorerie n'est que la conséquence de notre gestion. L'état de notre trésorerie n'est que la conséquence de notre gestion. Aujourd'hui, posons-nous les questions, faisons des constats simples, pragmatiques, pour nous remettre en cause régulièrement. Profitons de cette période pour l'intégrer, se remettre en cause régulièrement au fil de l'année, parce que cette remise en cause va nous permettre de prendre la hauteur et de déduire certaines actions à mener. Posons-nous la question, comment était l'état de notre trésorerie avant cette crise du Covid-19 ? Est-ce qu'elle était fragile ou est-ce qu'elle était plutôt consolidée? Aujourd'hui, elle en est où? Et demain, où elle en sera? C'est des questions qui paraissent simples, mais servons-nous du passé pour construire l'avenir. Où en était notre trésorerie avant la crise du Covid? Et je le dis et je le répète, l'état de notre trésorerie n'est que la conséquence de notre gestion. Donc, soyons très vigilants sur cet aspect-là. Et puis, un dernier point, profitons aussi de cette occasion qui nous est, encore une fois, de cette situation qui nous est imposée pour devenir meilleurs, pour améliorer nos connaissances et nos compétences, pour également améliorer nos relations avec nos partenaires financiers, car nous en avons besoin. Je vais faire un petit focus sur deux partenaires principaux dans les entreprises qui sont les cabinets comptables et les partenaires financiers, les banques. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai et peut-être que certains parmi vous qui clôturent au 31 décembre n'ont pas encore leur bilan. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, un cabinet comptable ou un comptable, nous devons avoir des relations privilégiées avec lui. C'est un partenaire qui doit nous faire avancer. On voit bien pour les PGE, les prêts garantis par l'État, certains chefs d'entreprise, nous sommes à plus de 800 000 euros obtenus en PGE avec les chefs d'entreprise que nous accompagnons. Et certains chefs d'entreprise, il a simplement fallu envoyer un mail au banquier pour obtenir le PGE. Il y en a d'autres où il a fallu argumenter notre demande. Pourquoi nous demandions tant pourquoi nous demandions tel montant? Et nous avons eu besoin des comptables pour ça. Nous avons besoin ne serait-ce que du bilan. Donc, posons-nous les bonnes questions aussi. On peut dire que c'est la faute des comptables, mais est-ce que nous leur avons donné les documents et en temps et en heure? Si nous jouons le jeu avec les partenaires, nos partenaires, qu'ils soient comptables ou banquiers, et si on prend l'exemple du comptable là aussi, notre bilan, nous devrions l'avoir fin février, si on clôture au 31 décembre. Mais encore faut-il lui avoir donné tous les documents nécessaires au fur et à mesure. Pour les banquiers, c'est pareil. C'est un partenaire que nous en avons besoin. Quelle relation nous avons avec ces deux partenaires? Si nous avons des relations qui sont conflictuelles ou en tout cas pas au beau fixe, posons-nous la question. Nous pouvons toujours dire que c'est la faute des banquiers, évidemment, mais nous avons peut-être notre part de responsabilité là-dessus. Est-ce que nous avons joué vraiment le jeu? Est-ce que nous les avons avertis suffisamment à l'avance? Est-ce que là-dessus, nous ne sommes pas engagés sur des choses que nous n'avons pas tenues? Donc, ça fait partie, profitons de cette occasion aussi pour nous poser ces questions et nous dire, quelle est la relation avec mon banquier? Quelle est la relation avec mon comptable? Parce qu'encore une fois, c'est des partenaires privilégiés. Alors, pour résumer, sur cet aspect-là, pourquoi il est important de gérer sa trésorerie? Ça va nous permettre d'anticiper en permanence. Donc, ça, c'est un élément fondamental, surtout dans notre situation. Ça va nous permettre également de prendre les meilleures décisions du moment et en toute connaissance de cause. Également pour simuler, alors ça je n'en ai pas parlé, mais pour simuler l'impact de différents scénarios, pour avoir encore une fois un peu plus de visibilité, ouvrir son champ de vision. Aujourd'hui, nous avions
il me paraît important d'envisager différents scénarios, puisqu'encore une fois, est-ce que dans mon commerce, les clients vont revenir comme c'était avant? Est-ce que je vais en avoir plus? Est-ce que je vais en avoir moins? Comment je vais réagir vis-à-vis de tout ça? Quel est le chiffre d'affaires que je peux prévoir? Faisons des scénarios optimistes, faisons des scénarios également avec prudence pour voir un peu parce que selon les scénarios et selon ce qui se passera, nous réagirons pas de la même façon. Et puis, surtout, ça va nous permettre de gagner en sérénité. Alors ça, c'est une certitude, puisque si nous gagnons de la visibilité, si nous posons les bonnes questions, si nous voyons où nous allons, forcément, on va pouvoir agir et mettre en place des actions qui vont nous amener de la sérénité. Alors, d'où viennent les problèmes de trésorerie dans nos entreprises? Alors, il y en a effectivement pléthore. L'idée, c'est d'en recenser les plus fréquentes que je rencontre. Tout d'abord, ils sont encore une fois liés très souvent à des défauts de gestion. Très souvent, c'est des défauts de gestion. Alors, quels sont-ils, ces défauts de gestion? Tout d'abord, ça pourrait être un chiffre d'affaires tout simplement trop faible qui ne permettrait pas de couvrir nos charges. Le seuil de rentabilité, du coup, il n'est pas atteint et forcément, de manière mécanique, notre trésorerie baisse. Mais que faisons-nous pour réaliser le chiffre d'affaires suffisant? Déjà, est-ce que nous connaissons le montant de nos charges fixes? Et une fois que nous connaissons ce montant, nous savons qu'il nous faut réaliser un chiffre d'affaires qui va nous permettre de payer ces charges. Mais que faisons-nous, comment agissons-nous pour verrouiller et valider ce chiffre d'affaires-là? Alors après, il est fluctuant, certes, mais est-ce que nous mettons toutes les actions en place pour nous permettre de couvrir nos charges? Le deuxième aspect, c'est le manque de rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, une entreprise en soi, en fait, c'est pas très compliqué de gérer une entreprise sur l'aspect purement gestion et rentabilité. Une entreprise, pour gagner de l'argent, elle a trois solutions. Soit elle vend des heures et uniquement des heures, c'est le cas des prestataires de services, par exemple. Soit elle vend de la marge marchandise, c'est-à-dire qu'elle fabrique ou elle achète des produits, elle applique une marge et elle le revend, donc elle vend uniquement de la marge, ce sont des margeurs, c'est le cas de tous les commerçants et restaurateurs par exemple, soit elle vend et des heures et de la marge, c'est le cas des artisans notamment. Donc en fait, selon votre activité, vous avez, c'est vraiment un élément fondamental pour pouvoir avancer. Connaissons-nous les heures qui sont disponibles dans notre entreprise et connaissons-nous les heures que nous vendons ou pas? Puisque ce qui est sûr, c'est que la masse salariale, nos salariés, évidemment, il faudra les payer en fin de mois, qu'on ait vendu leurs heures ou pas. Est-ce que la marge que nous appliquons sur les produits que nous achetons ou fabriquons et que nous revendons, est-ce qu'elle est suffisante pour, encore une fois, améliorer notre trésorerie? Donc, le manque de rentabilité, c'est un élément important aussi qui peut amener des problèmes de trésorerie. Le troisième point qu'on remarque également, c'est notre gestion de stock. Beaucoup d'entre nous, nous ne valorisons pas notre stock, ou très peu, ou nous le faisons une seule fois par an, et encore, c'est quand le comptable nous le demande pour le bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons nous permettre de pouvoir continuer comme ça? Si le stock est important, forcément, c'est de l'argent qui n'est pas en trésorerie. Moi, j'entends certains d'entre nous, quand je discute encore une fois avec des chefs d'entreprise, qui me disent « Oui, mais là, j'ai acheté une certaine quantité, plus que ce que j'en avais besoin, parce que j'ai obtenu des prix. » Alors ça, c'est vrai proportionnellement, mais déjà en volume, c'est faux. Et puis, allons dans nos réserves, allons dans nos ateliers, faisons le tour du stock, regardons où c'est que nous en sommes, parce que là aussi, est-ce que, je vais prendre l'exemple des restaurateurs, est-ce qu'aujourd'hui on mesure les denrées, puisque c'est des denrées périssables, est-ce qu'on mesure les denrées qu'on ne peut plus mettre à la vente? Est-ce qu'on mesure les poubelles pour voir le nombre de quantités de produits qu'on va jeter? Sur les artisans notamment, c'est la même chose. Allez dans vos réserves, dans vos ateliers, regardons tout ce que nous avons. Puisque ça, c'est des produits qui ont été achetés, qui étaient destinés à la revente.
Et tant qu'ils sont dans nos magasins ou dans nos réserves, ou peu importe, tant qu'ils sont en tout cas dans nos entreprises qui ne sont pas revendus, forcément, ça peut avoir un impact important sur notre trésorerie. Donc, attention sur cette gestion de stock et mettons en place des outils et mesurons cette gestion de stock de manière efficace. Un autre aspect, c'est le poste client qui pourrait ne pas être maîtrisé. Alors ça, c'est un élément qui se présente souvent à nous aussi, notamment dans les très petites entreprises. Nous acceptons que nos clients nous payent tardivement, trop tardivement. Et ce mécanisme forcément affaiblit notre trésorerie. Nous ne sommes pas des banques. Nous appliquons aujourd'hui, dans chaque prestation que nous vendons, nous avons des conditions de paiement. Il faut que nos clients les acceptent et les respectent. C'est notre devoir. On ne peut pas accepter aujourd'hui de faire des prestations en étant payé tardivement, voire trop tardivement. Savez-vous que quand même, une entreprise sur 4 qui dépose le bilan parce qu'elle n'a pas assez pour des problèmes de trésorerie, une entreprise sur 4, leur problème vient de retard de paiement. Ce ne sont même pas des impayés, c'est des retards de paiement. Donc là, faisons en sorte aussi de rectifier, d'être exigeants envers nos clients pour qu'ils puissent nous payer en temps et en heure. Et si certains ne l'acceptent pas, est-ce qu'aujourd'hui, on pourra se permettre de continuer à travailler avec eux? C'est des questions qui sont ouvertes. À vous de pouvoir y répondre dans vos entreprises. À l'inverse, nos délais de paiement fournisseurs, est-ce qu'eux, ils ne seraient pas trop courts? Certains fournisseurs exigent même, quelquefois, un paiement à l'avance ou au comptant. En tout cas, ils n'accordent pas de délai de paiement. Cela accroît automatiquement notre besoin en fonds de roulement. Mais comprenons aujourd'hui qu'on ne peut pas dire à nos clients, vous nous payez quand vous le souhaitez. Et à côté de ça, nos fournisseurs qui nous disent, vous nous payez ce qu'on appelle au fameux cul du camion. Il va y avoir un écart de trésorerie qui peut être considérable. Et aujourd'hui, nous ne pourrons peut-être plus accepter ce mode de gestion. En tout cas, même sur les relances des factures, etc., soyons vigilants, allons chercher l'argent qui nous est dû chez nos clients. Un principe également de gestion de trésorerie, c'est payer le plus tard possible et encaisser le plus tôt possible. Ou plutôt encaisser le plus tôt possible et payer le plus tard possible. Donc, respectons ces principes-là et remettons-nous en cause là-dessus aussi. Un autre point là aussi, vous savez, être patron aujourd'hui, être entrepreneur, c'est également quelquefois faire preuve de courage. Il y a eu un avant, il y aura un après, notamment au niveau de nos charges, de nos charges de structure. Est-ce que nos charges de structure ne vont pas devenir trop élevées? Est-ce que notre entreprise ne va pas vivre au-dessus de ses moyens? Aujourd'hui, certes, peut-être que on pouvait le faire avant. Maintenant, posons-nous la question. Là aussi, je suis quand même assez étonné en discutant avec certains chargés d'entreprise. Et quand on balaie leur relevé bancaire, il y a certaines lignes débitrices, donc des charges, qui sont mentionnées sur les relevés bancaires et le chef d'entreprise ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est bien souvent évidemment des petits montants, mais aujourd'hui, ça aussi, il va peut-être falloir le changer pour maîtriser totalement ce qui rentre comme argent. Alors ça, en général, on le maîtrise bien, mais également ce qu'il en sort. Et se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, est-ce que mon entreprise va pouvoir se payer autant de charges qu'avant? Eh bien, forcément, on préférerait tous rouler en Porsche et avoir des bureaux très sympas. Mais il va falloir là aussi peut-être se reposer la question sur tous les aspects et toutes ces charges. Un dernier point également sur les investissements, sur nos investissements. Là aussi, nous rencontrons des chaînes d'entreprise qui commettent des erreurs là-dessus quelquefois. C'est que nos investissements, est-ce qu'ils sont pas trop importants dans nos entreprises, premièrement, et deuxièmement, arrêtons de payer nos investissements avec notre propre trésorerie. Nos investissements doivent être financés par les banques, par nos partenaires financiers. Nous n'utilisons pas notre trésorerie, même si nous pouvons le faire sur le moment. Mais regardons aujourd'hui, quelqu'un qui aurait investi au mois de janvier ou février, qui aurait utilisé sa trésorerie
pour financer cet investissement, forcément aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts. Donc, même si nous avons la trésorerie, le principe de prudence, déjà, est-ce que nous avons besoin d'investir pour se développer? C'est une évidence, mais mesurons-les et surtout ne les payons pas avec notre trésorerie. Et puis le dernier point, les problèmes de trésorerie peuvent aussi arriver suite à des imprévus et notamment cette situation, encore une fois. Maintenant, notre rôle aussi en tant que patron, c'est de prévoir dans la mesure du possible des imprévus. Donc là, on va pouvoir y revenir par la suite. Alors, comment nous pouvons agir efficacement sur ces problématiques-là? Tout d'abord, j'insiste là-dessus, mais profitons de ce moment pour se remettre en cause et pour se dire, bon, mais voilà, est-ce que je pourrais pas m'améliorer? Est-ce que je pourrais pas devenir meilleur sur la gestion de mon entreprise? Donc, savoir se remettre en cause. Comment nous pouvons agir efficacement? Tout d'abord, revoyons ou mettons, parce que c'est pas toujours réalisé dans nos entreprises, ou mettons en place une stratégie commerciale efficace et mesurable. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'obtient pas. Donc, faisons en sorte de définir notre stratégie commerciale et de pouvoir mesurer les actions que nous allons entreprendre. Qu'est-ce que nous allons mettre en place encore plus aujourd'hui, demain qu'hier, pour nous faire connaître? Pour améliorer notre communication, je vais faire un petit focus sur les réseaux sociaux et les sites et Internet d'une manière générale. Il y a 30 ans, Internet commençait. C'était les balbutiements et les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, on ne peut plus aujourd'hui gérer son entreprise comme il y a 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, est-ce que nous pouvons nous passer de notre présence sur les réseaux sociaux ou sur le net? Les modes de consommation ont changé. Aujourd'hui, le net est partout, les réseaux sociaux sont omniprésents. Ne pas être présent sur ces outils de communication, pour moi, ça serait une erreur majeure. Et je sais qu'un certain d'entre nous, peuvent dire non, mais moi, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et autres, moi, c'est pas ma tasse de thé, je n'y vais pas. Moi, les sites internet, ça m'intéresse pas. C'est votre opinion, mais est-ce que c'est celle de vos clients? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une erreur fondamentale de pas être présent là-dessus? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont présents, qui l'animent de manière efficace et qui l'utilisent de manière efficace, risquent de vous prendre des parts de marché et risquent d'être plus en avance que vous. Donc attention, posons-nous la question de notre présence sur ces sites-là. Alors, soit on sait faire, soit encore une fois, on cherche des prestataires extérieurs pour assurer l'efficacité, mais ça me semble important. Dans la même lignée sur les avis clients. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Internet, nous avons des avis clients et est-ce que nous y répondons? Est-ce que nous l'animons de manière efficace? C'est des éléments importants. On va prendre l'exemple de la restauration, mais c'est vrai dans tous les domaines. Quelqu'un aujourd'hui qui va chercher un restaurant, la première chose qu'il va faire sur son smartphone, c'est regarder les restaurants qu'il y a autour de chez lui et regarder ses avis clients. C'est important. Donc déjà, incitons nos clients à mettre des avis et puis répondons-y. Et puis ça va nous permettre aussi d'être meilleurs, hein, puisque un client qui va aujourd'hui nous mettre un avis défavorable sur le net, ça va nous permettre encore une fois de nous remettre en cause. Pourquoi il a mis cet avis? Qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas aimé? Et puis il faut en profiter pour le remercier puisqu'on va prendre en compte sa doléance et ça va nous permettre de pouvoir rectifier le tir. Donc là aussi, on me parle souvent du bouche à oreille. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour le bouche à oreille? Il y a peut-être un de vos clients qui vous a adressé 10, 15, 20, peut-être même plus prospects qui sont devenus clients. Là aussi, nous devons connaître notre clientèle. Un prospect qui nous contacte que nous connaissons pas, nous devrions être en mesure de lui demander de savoir où c'est d'où il nous a connus, pourquoi il est venu chez nous, et puis si on va plus loin, pourquoi aujourd'hui il décide de travailler avec nous, ou pourquoi il ne le décide pas. Là aussi, je vais parler principalement des artisans sur ce point-là, mais je vois trop
d'artisans que je côtoie qui passent énormément. Alors, ils ont une demande d'un prospect, ils vont se rendre chez ce prospect, ils vont faire prendre les maîtrises, en fait, toutes les informations dont ils ont besoin. Ils vont rentrer au bureau, ils vont passer du temps pour réaliser le devis. Quelquefois, c'est des journées, une ou plusieurs journées à réaliser les devis. Et puis de là, après, il se passe plus grand-chose. C'est-à-dire que le devis, on va l'envoyer au client. Et quand on dit, mais est-ce que le client l'a reçu? Oui, je pense. Mais peut-être pas. Parce que si on l'envoie par Internet, là aussi, est-ce que on envoie nos devis par mail? Bon, là, il y a peut-être mieux à faire là aussi, mais si nous l'envoyons par mail, est-ce que le client, assurons-nous que le client l'ait bien reçu, en ait bien pris connaissance? Il peut très bien tomber dans les spams de votre prospect, pardon, et du coup, il n'aura pas vu. Et puis derrière ça, relançons-le pour lui demander quelle est sa décision. Est-ce que il décide de travailler avec nous? Est-ce qu'il ne le décide pas? Et pourquoi dans un cas comme dans l'autre? Aujourd'hui, je dis ça parce que le taux de concrétisation des devis est très peu mesuré. En tout cas, c'est ce que je constate. Nous estimons que une entreprise saine sur ce plan-là, c'est 8 devis sur 10 validés. Mais alors, si à l'ensemble des devis qui sont validés, c'est peut-être pas bon signe. S'il n'y en a pas assez, c'est peut-être pas bon signe. Mais encore une fois, il faut comprendre le pourquoi pour pouvoir réagir. Comment nous pouvons agir efficacement aussi? Tout simplement en connaissant notre niveau de rentabilité et à l'instant T, combien nous gagnons sur le devis, sur la prestation, sur le produit, sur le menu que nous vendons. Combien nous gagnons exactement? Et je vais même aller plus loin. Est-ce que sur le devis que nous avons réalisé, sur la prestation que nous avons réalisée suite à ce devis, est-ce que nous gagnons la même chose que ce qui était prévu sur le devis? Notre niveau de rentabilité à l'instant T est important à connaître, puisque là aussi, selon ce qui se passe, alors on ne peut pas toujours gagner. Il y a des prestations, vous le savez évidemment, où quelquefois on gagne pas grand-chose, je parle de rentabilité évidemment, voire quelquefois on perd même de l'argent. Mais encore faut-il le savoir pour pouvoir réagir très rapidement et remédier à ce qui a pu nous poser souci. Revoyons aussi notre gestion de stock. Est-ce que nous l'analysons régulièrement? Quelles sont nos pertes marchandises? Est-ce que nous les mesurons? Là aussi, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais nous pouvons agir de manière très efficace sur notre gestion de stock. Donc, profitons. Et la gestion de stock, ça va même jusqu'à ce qu'ils font, par exemple, des prestations des prestataires de services. Regardons les fournitures administratives, par exemple. Moi, il y a certains prestataires de services qui ont 60 classeurs dans leur entreprise qu'ils n'utilisent pas. Des rames de papier, c'est pareil. Ça sera certainement utilisé un jour, mais est-ce que c'est utile de l'acheter là? Et puis après, c'est en fonction du niveau de nos charges, mais il n'y a pas de petites économies, donc soyons vigilants. Revoir sa politique également d'encaissement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir nous permettre de travailler sans acompte? Est-ce que ça ne va pas aller à la perte de notre entreprise? En fait, il a eu du mal à expulser. Rappelons-nous la règle indispensable dans la gestion. Et je me suis aperçue en fait qu'il y avait encaisser le plus tôt possible, payer le plus tard possible. Donc, aujourd'hui, quand nous réalisons des prestations, faisons en sorte de déjà travailler avec des acomptes. Et ces acomptes-là, ça aussi, un acompte n'est pas figé. L'acompte, d'un point de vue gestion d'entreprise, l'acompte, une règle là aussi, c'est que l'acompte doit couvrir nos achats. Au minimum, doit couvrir nos achats. Donc, si pour une prestation, je dois acheter, ça représente 50% de mon prix de vente, il faut que je demande 50%. Et à l'inverse, je vais pouvoir baisser. Mais arrêtons de travailler sans acompte pour éviter de se retrouver en difficulté de trésorerie. Est-ce que nous mesurons et nous pilotons notre politique d'achat? Est-ce que, posons-nous la question, quelle est la dernière fois où nous avons négocié nos conditions tarifaires avec nos fournisseurs? Est-ce que nous les mettons en concurrence? Est-ce que nous travaillons avec plusieurs d'entre eux ou nous en avons qu'un seul et deux? Attention, un seul ou deux, pardon. Attention, il y a danger là aussi. C'est-à-dire qu'avec
nos fournisseurs, revoyons les fournisseurs avec qui, posons-nous la question avec qui nous travaillons, renégocions régulièrement, c'est pas demain qu'il faudra le faire, ça va être sur du long terme, nos conditions tarifaires, mettons nos fournisseurs en concurrence et ne travaillons pas avec un seul ou deux fournisseurs. Pourquoi? Parce que si ce fournisseur-là, malheureusement, rencontre de grosses difficultés sur les mois qui arrivent et qu'il ne puisse plus vous livrer, vous ne pourrez plus travailler. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir 50 non plus, mais un juste milieu paraît important, en tout cas, de se poser la question sur ça. Maîtrisons nos charges. Un autre point aussi pour agir efficacement, maîtrisons nos charges. Est-ce que nous ne pouvons dépenser ce que nous n'avons pas? Ah, parce que tous les matins, il a sa... Arrêtons maintenant, ça va être vraiment la politique. On dépense uniquement ce que nous avons. Et après, ça, si on se l'impose, forcément, ça va nous permettre d'agir de manière peut-être plus efficace. Revenons à nos investissements. Nos investissements, nous estimons en tout cas que les investissements à venir ne sont pas pris sur un coup de tête. Nos investissements doivent se prévoir pour nous permettre d'y faire face et ne se financent pas avec notre trésorerie. Si je souhaite changer un véhicule, je ne vais pas attendre qu'il tombe en panne pour me dire, bon, mais voilà, je dois changer de véhicule parce que sinon je ne peux pas travailler. Parce que là, c'est l'urgence qui nous fait décider. C'est certainement pas un acte de gestion. Donc, le camion si nous avons un véhicule, c'est un exemple, mais si nous avons un véhicule qui a 10 ans, on sait qu'à un moment donné, il va tomber en panne. Anticipons-le, profitons de ce temps pour aller voir la banque et demander un investissement, mais qui sera à venir dans une plus longue échéance. En tout cas, nos investissements aujourd'hui, déjà, posons-nous la question évidemment si on ne peut pas les repousser. Et puis derrière ça, prévoyons-les pour, encore une fois, gagner en visibilité et de pouvoir agir efficacement. Notre objectif aussi consiste à faire preuve de prudence dans notre gestion, d'humilité. Ça paraît bateau ce que je dis, mais encore une fois, il faudrait s'imposer de garder un matelas permanent pour que nous puissions faire face à la mesure du possible aux imprévus. Notre rôle de patron, c'est aussi consiste aussi à prévoir l'imprévu. Alors certains d'entre vous l'ont certainement fait, et aujourd'hui ce matelas, il est bien utile. Ceux qui ne l'ont pas fait peuvent se retrouver en difficulté, donc là aussi, il faudrait prévoir dans les mois, voire les années à venir, d'intégrer ce fameux matelas dans notre entreprise pour pouvoir donc, il faut y aller. vivre un peu plus sereinement. Je vais voir avec l'huile de coco. Alors, au niveau là, on a vu quelques cas et comment nous pourrions agir. Au niveau de la méthode, comment on pourrait le faire? Bon, ça c'est en gros le pourquoi, mais comment on pourrait le faire? Tout d'abord, nous pourrions établir un prévisionnel de trésorerie et de rentabilité chaque année. Moi, je suis effaré de voir que certains chefs d'entreprise ne le réalisent qu'une seule fois durant toute la durée de leur entreprise. Et encore, savez-vous quand est-ce qu'ils le réalisent? Ils le réalisent à la création de l'entreprise. Et pourquoi ils le réalisent? Parce que le banquier leur demande. Aujourd'hui, ça va être très compliqué de naviguer à vue au doigt mouillé. Ça pourra marcher, mais attention danger. Encore une fois, établir un prévisionnel de trésorerie et de rentabilité chaque année, lors de chaque exercice, me paraît indispensable. Comment pouvons-nous savoir où on veut aller si on ne sait même pas où on en est? Et puis, ça nous permet encore une fois de prendre un peu de hauteur par rapport à notre entreprise et de pouvoir agir après en fonction. Donc, établir un prévisionnel de trésorerie et de rentabilité, ce n'est pas la même chose. Le prévisionnel de trésorerie, c'est notre compte bancaire, c'est ce qui va arriver dans les semaines ou mois à venir. On peut faire une prévision à l'année, mais après on le rectifie. Et puis, le prévisionnel de rentabilité, là, par contre, c'est combien il va me rester à la fin de l'année quand le comptable va nous sortir notre bilan. Est-ce que je vais gagner de l'argent ou pas? Est-ce que je vais faire des pertes ou des bénéfices?
Là aussi, certains d'entre nous, ou plutôt certains chefs d'entreprise, quand je leur pose la question, même aujourd'hui, hein, ils n'ont pas reçu leur bilan, et quand je leur pose la question, mais tu as fini l'année 2019 à combien? Ils me répondent, ben, je sais pas, j'attends mon bilan. On ne pourra plus continuer à gérer comme ça. Il faut maîtriser, il faut devenir acteur de notre entreprise et il faut maîtriser ce qui se passe. Comment voulez-vous prendre des décisions si nous ne savons pas encore une fois combien nous avons réalisé? Je prends l'exemple du sport pour faire le parallèle. Déjà, dans le sport, on appelle ça aussi un résultat, comme un bilan. Et dans le sport, bon là, on va parler de football par exemple, le championnat est terminé. Mais d'ores et déjà, que ce soit le club de Nîmes Olympique ou du Montpellier Hérault, ils ont déjà un objectif de résultat pour l'année prochaine. Ils ont déjà un objectif et selon comment ils vont démarrer l'année, forcément, ils vont pouvoir rectifier. Mais il n'y a pas un seul club en France, un seul même sportif qui décide de se lancer dans une compétition sans avoir d'objectif. Pourquoi aujourd'hui on l'accepterait dans nos entreprises? Donc là, ça paraît indispensable de pouvoir le faire. Cela va nous permettre de se projeter, de prévoir et évidemment d'anticiper l'avenir. Donc, c'est des éléments, se projeter, enfin, c'est plutôt prévoir, se projeter et anticiper l'avenir. Ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Ça va également, une fois que nous aurons fait ce prévisionnel de trésorerie et de rentabilité, on y verra un peu plus sur l'objectif que nous voulons atteindre. Eh bien, on va réfléchir après au comment. On va pouvoir mettre en place une stratégie commerciale et une politique tarifaire. On va pouvoir savoir combien il nous faut faire de chiffres pour pouvoir couvrir nos charges. On va pouvoir définir nos charges. Donc, ça va nous permettre d'agir et de réagir tout au long de l'exercice. Et évidemment, en fonction de son niveau de trésorerie. Là, je vais reprendre l'exemple d'un sport. Si on prend l'exemple du Montpellier Hérault, par exemple, ou du Nîmes Olympique, peu importe. Mais si Montpellier Hérault décide ou a comme objectif de finir dans les 5 premiers la prochaine saison, et que les 10 premiers matchs, ils perdent tous leurs matchs, forcément, ils vont pouvoir réagir et ils vont même peut-être pouvoir changer d'objectif, ou en tout cas, ils vont pouvoir agir et réagir pour pouvoir remédier à ces résultats-là. Donc, dans les entreprises, c'est exactement la même chose. Et puis, ça va nous permettre également d'anticiper les difficultés, effectivement, et de pouvoir ainsi trouver des solutions. Et là, notre partenaire banquier est important. Aujourd'hui, j'ai la trésorerie qui est ce qu'elle est, mais peut-être que dans les mois à venir, je vais rencontrer des difficultés. Si je l'anticipe, en fait, dans l'idée, là où il faut aller voir le banquier, c'est quand notre trésorerie est saine, quand ça va bien. Parce que quand on va voir un banquier en lui disant, voilà, moi je suis, aujourd'hui ça va, mais dans 3 mois ou 4 mois, je vais me retrouver en difficulté pour X ou Y raison qu'on peut expliquer, évidemment, le banquier aura plus de facilité à nous suivre. Si nous avons déjà un découvert autorisé de 20 000 euros et qu'on va voir le banquier en lui disant, voilà, moi je suis au plafond de 20 000 euros, j'aimerais une rallonge pour aller jusqu'à 30 000, mettons-nous à la place du banquier. Aujourd'hui, vous êtes à moins 20 000 euros et si je vous mets 30 000, vous allez aller jusqu'à 30 000, mais quand est-ce, à un moment donné, on va redresser la barre? Donc, là aussi, le prévisionnel de trésorerie et de rentabilité va nous le permettre. En l'occurrence, pour les PGE, les prêts garantis par l'État, certains banquiers ont demandé des prévisionnels de trésorerie et de rentabilité, ce qui est tout à fait normal. Alors certes, encore une fois, la visibilité est très courte, mais en tout cas, ils ont besoin de savoir pourquoi ils nous prêteraient de l'argent et pourquoi ils nous accompagneraient. Et puis, ça va aussi nous permettre de modifier nos objectifs de trésorerie et de rentabilité si besoin, évidemment. Et là, c'est totalement le cas. Notre prévisionnel de trésorerie et de rentabilité que nous avons réalisé en début d'année, forcément, il va être revu avec cette crise sanitaire et qui va devenir économique. Donc, forcément, ça nous permettra de modifier. Mais là aussi, on gagnera en sérénité, puisque certes, on sera peut-être plus sur les mêmes objectifs, mais ça nous permettra de voir l'avenir plus sereinement. Une fois qu'on a fait notre prévisionnel de trésorerie et de rentabilité, ce qui est important aussi, c'est de mettre en place un suivi de trésorerie. Le suivi de trésorerie va nous permettre de voir où c'est que nous en sommes aujourd'hui, mais surtout sur les 2 mois à venir, et de prendre des décisions, encore une fois, à très court terme. Notre objectif,
par rapport à ce suivi de trésorerie, c'est évidemment que nos encaissements à venir doivent couvrir nos décaissements qui arrivent, évidemment, mais encore faut-il pouvoir le positionner. Certains d'entre nous ne savent pas les charges qu'il va avoir sur le mois prochain ou les 2 prochains mois. Il y a toujours une part d'incertitude, certes, mais quand on se met en place là-dessus, on arrive à voir ce qu'il en est. Alors ça, j'aime bien cette citation de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne connaît pas son port. Évidemment, encore une fois, si on ne sait pas où on va, eh bien, c'est difficile de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Donc déjà, définissons où c'est qu'on veut aller. Et si dans les 2 mois, on s'aperçoit que ça va être très compliqué, il faut agir. Mais encore faut-il devenir acteur de son entreprise et ne pas la subir. Ah ben voilà, donc devenons acteurs de nos entreprises, c'est un élément important. Effectivement, les décisions, c'est à nous à les prendre et anticiper au maximum nos difficultés et mettre en place des actions qui vont nous permettre de pouvoir y remédier. Alors, des actions, là aussi, si on s'intéresse aux commerçants, est-ce que nous gérons de façon active ou passive nos commerces? Nous avons toujours la possibilité de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, de ne pas avoir de site internet et de rester dans notre commerce en attendant que le client arrive. C'est une façon de gérer son entreprise. Ça peut devenir de plus en plus compliqué, en tout cas, de gérer son entreprise de cette façon-là. Au contraire, si nous sommes actifs, si nous avons une communication efficace, que nous pouvons mesurer, que nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec un site internet et que nous faisons des animations dans nos commerces, que nous changeons quelquefois notre zone d'achalandage, que nous montrons que notre magasin vit et que nous mettons en place des actions commerciales importantes, effectivement, on devrait mécaniquement pouvoir mieux s'en sortir. Pour les artisans, c'est pareil. Est-ce que nous sommes acteurs de notre entreprise? Est-ce que nous connaissons le coût horaire et ou la marge marchandise de nos entreprises? Là aussi, très souvent, quand je discute avec certains artisans, quand je leur demande, et même les commerçants pour la marge, mais quand je leur demande le coût horaire ou la marge, ils m'annoncent un coût horaire, certes, avec une marge, mais très souvent, elle est loin de la réalité. Donc là aussi, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que de travailler aujourd'hui à 40 € de l'heure, ou 45, peu importe, est-ce que ça va me permettre de passer cette tempête? Et je ne peux pas, là aussi, j'entends souvent, oui, mais moi je suis à 40 € de l'heure parce que mon voisin propose ce même tarif. Mais votre voisin n'a pas les mêmes charges que vous. Peut-être qu'il en a plus, peut-être qu'il en a moins. En tout cas, votre coût horaire doit être personnalisé, votre marge marchandise doit être personnalisée. Et surtout, on se sert du prévisionnel et du suivi de trésorerie et de rentabilité pour définir ces coûts-là. Puisque là-dessus, on ne peut pas se permettre de naviguer à vue. L'importance également de notre planning d'intervention, parce que vous comprenez bien que si nous réalisons un devis où nous vendons 20 heures pour réaliser telle tâche et qu'au final nous en pensons 30, forcément on aura perdu de l'argent. Alors posons-nous les bonnes questions. Pourquoi? Mais encore faut-il le mesurer pour pouvoir réagir. Alors, je vais revenir sur des principes de base pour une bonne gestion de trésorerie. Alors, c'est des données, il y en a évidemment d'autres aussi, mais moi, c'est celles qui me paraissent importantes. Alors, un des principes de base, c'est d'éviter le paiement, alors ce que nous achetons, par chèque. Tout simplement, là, il y a certains d'entre vous, peut-être aussi, certains d'entre nous, payons nos salariés avec des chèques. Sauf que, en termes de gestion de trésorerie, c'est compliqué. Le chèque, on ne sait jamais quand est-ce il va être décaissé, quand est-ce qu'il va passer sur notre compte bancaire. Et là aussi, des fois, on se dit, ah ben voilà, j'ai fait ce chèque et forcément, il est passé au mauvais moment. Ben oui, mais privilégions d'autres moyens de paiement pour que nous puissions mesurer pleinement la date de décaissement. Donc, le fameux chèque, dans la mesure du possible, posez-vous la question de la nécessité parce que, encore une fois, la problématique, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver en trésorerie. On a, je crois, 1 an pour encaisser un chèque. Donc, eh bien, ça fait partie des choses
qu'on ne pourra pas maîtriser. Donc, attention. On en a parlé là aussi pour toute prestation. Alors évidemment, il faut qu'elle soit conséquente. Prévoyons l'encaissement d'un acompte client. Alors l'acompte client, on en a parlé tout à l'heure. C'est important d'en avoir. C'est important de les encaisser. Parce que le but, c'est que ce soit nos clients qui puissent payer ses propres marchandises. Donc, il y a certains. Pourquoi j'insiste? Parce que certains d'entre nous prenons des acomptes clients, par contre, on les encaisse pas. Non, non, j'ai dit au client que je l'encaisserai que dans X temps. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que là aussi, ça peut faire un trou de trésorerie. En tout cas, il faudra être vigilant sur cet aspect-là. On l'a dit, assurer une rentabilité de chaque prestation. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous poser la question en disant, mais combien je réalise de marge? Combien je vends mes heures? Quel est mon taux horaire et est-ce que c'est suffisant? Et après, sur le comment le vendre, on a vu qu'il y avait des possibilités. Maîtrisons nos stocks et respectons notre planning d'intervention. Là aussi, sur des interventions, on travaille à la journée. Moi, je préconise un travail à l'heure, puisque nous vendons des heures. Donc, ou même si nous vendons des journées, sur les bulletins de vos salariés, vous les payez bien en fonction des heures effectuées. Donc, attention à respecter votre planning d'intervention et pourquoi pas ne pas passer sur un planning à l'heure. Un des principes fondamentaux qu'il faudrait qu'on s'affiche tous les jours devant l'ordinateur, c'est encaisser le plus tôt possible et payer le plus tard possible. Ça, c'est une réalité. Encaissons le plus tôt possible et payons le plus tard possible pour ne pas revenir, pour pas avoir de déconvenus. Alors, là, j'aimerais juste apporter un bémol par rapport à ce dernier point qui est, en cas de difficulté, le dernier à payer est l'État. Je m'explique. Certains, là aussi, j'ai rencontré certains chefs d'entreprise qui m'ont dit moi, mais j'ai payé la TVA sur le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril. J'ai payé la TVA parce que je voulais pas de dette, etc. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus d'argent et que je dois payer mes fournisseurs et je ne peux pas le faire. En cas de difficulté de trésorerie, il y a des priorités à avoir. Et aujourd'hui, si on ne peut plus payer notre fournisseur, on peut plus travailler, puisque quand on va aller le voir pour lui prendre de la marchandise pour travailler, il va nous dire, mais non, tu me dois déjà une certaine somme d'argent, paye-moi et après je te livrerai. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qui peut être très compliqué. Il y a des priorités à faire. Avec l'État, on arrivera toujours à gagner un peu de temps et à pouvoir négocier. Mais priorisons nos dépenses quand nous sommes en difficulté. C'est pareil, hein, on parlait du comptable tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon acte de gestion de ne plus payer son comptable? Parce que si nous faisons ça, le comptable peut ne plus réaliser de prestations aussi. On va peut-être se retrouver en difficulté. Évidemment, payons également nos fournisseurs parce que sans eux, on ne peut pas travailler. Après, il y a d'autres prestataires ou d'autres partenaires qui sont dans nos entreprises qui pourraient peut-être attendre. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que si on ne peut pas payer tout le monde, il va falloir faire des choix. Évidemment, essayons de ne pas se tromper dans ces choix-là. Alors, un des principes également, c'est qu'une fois que nous avons établi le prévisionnel de trésorerie et de rentabilité, prenons rendez-vous avec le banquier pour lui expliquer la façon dont nous allons travailler, pour lui expliquer la vision que nous avons de notre entreprise, et puis pour l'informer aussi de la façon dont nous travaillons. Un banquier, plus il vous connaîtra, plus il comprendra quand vous aurez besoin de lui. Donc, et il pourra vous soutenir. Donc, allons à la rencontre de nos partenaires et notamment nos partenaires bancaires pour leur expliquer la façon dont nous allons travailler et également leur expliquer qu'on risque d'avoir besoin d'eux dans les mois qui arrivent ou les mois qui arrivent. Là aussi, on parlait de matelas tout à l'heure. Pour être serein, prévoyons au minimum 2 mois de charges à venir en trésorerie. Donc ça, encore une fois, ceux qui avaient prévu vivent peut-être cette période un peu plus sereinement que ceux qui l'avaient moins prévu. Alors, il faut encore une fois pouvoir le faire, mais profitons quand nous avons mis en place un prévisionnel de trésorerie de rentabilité, on sait où on doit aller, on met des actions en place et intégrons cette partie-là. Donc, prévoyons au minimum 2 mois de charges à venir.
maîtrisons chaque dépense. Donc ça paraît basique, mais il me paraît très important aujourd'hui d'affiner sa gestion d'entreprise et notamment les lignes débitrices. Donc, maîtrisons chaque dépense, posons-nous la question si elle est indispensable dans la vie de notre entreprise, si elle est justifiée, et pour qu'encore une fois, on puisse savoir où nous allons. Mais là aussi, prenez vos relevés bancaires et regardez toutes les lignes qu'il y a. Posez-vous la question si elles sont vraiment utiles. Et déjà, est-ce que vous les connaissez toutes? C'est peut-être pas si évident pour tout le monde. Une bonne gestion de trésorerie, c'est 0 frais bancaires hors frais de fonctionnement et de tenue de compte. Ça veut dire que d'une manière générale, pour bien gérer, il faut se montrer exigeant, c'est-à-dire que nous devons nous imposer de ne jamais être débiteur. Peut-être qu'aujourd'hui, évidemment, c'est très compliqué, mais en tout cas, sur les mois, sur les années à venir, imposons-nous de ne pas être débiteur. Ça fait partie des choses, parce qu'encore une fois, un découvert, même si vous avez un découvert autorisé, ça coûte extrêmement cher. Donc là, c'est de l'argent, une bonne gestion, une gestion saine, c'est 0 frais bancaires, hors frais de fonctionnement, évidemment. Alors ça, c'est un peu provocateur, mais c'est tellement vrai. Ne plus utiliser découvert, voire le supprimer. Certains chaînes d'entreprise que je rencontre qui ont des découverts, encore une fois, à 10, 15, 20 000, et comme par hasard, ils sont souvent dans la limite de ce découvert-là. Un découvert doit être exceptionnel, face à une situation exceptionnelle s'il y a besoin, mais si nous avons du mal à piloter notre trésorerie pour ne pas être à découvert, faisons en sorte de le supprimer. Alors ça, c'est provocateur, évidemment, mais derrière cette phrase-là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que nos entreprises ne soient jamais débitrices. Donc, ça fait partie des exigences qu'on doit s'imposer. Et puis, bon, après, des principes de base, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais celle-là me paraissait indispensable. Alors, j'aime beaucoup cette citation d'Einstein qui disait que la folie, c'est de réaliser toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Donc, là aussi, profitons de cette situation pour se dire, est-ce que ce que je réalisais dans mon entreprise, est-ce que les actions que je mettais, est-ce qu'elles étaient optimales ou est-ce que je peux progresser? Est-ce que mon entreprise peut se développer? Comment passer cette crise et comment rebondir de manière plus efficace? En tout cas, si on ne change rien, si vous réalisez toujours la même chose, ne vous attendez pas à un résultat différent parce qu'il n'y a aucune raison que ça change. Donc, il y a peut-être justement des changements à mettre en place. Alors, je vais finir là, je vais parler en quelques mots d'outils. Je vous parlais de la méthode Anatré. Nous, avec cette méthode, où nous apportons des solutions, nous avons également conçu un outil de trésorerie. Alors, le but, c'est pas de vous faire une démonstration technique, mais c'est simplement de vous donner les indications qui nous paraissent importantes. Alors, l'idée alors des outils trésorerie, il en existe beaucoup. Nous, ce qui nous semble important, c'est de ne passer très peu de temps sur de la saisie et beaucoup plus sur les actions. Donc, ça, c'est la page d'accueil d'une entreprise qui sera en version test. C'est une démo, peu importe les chiffres, l'idée, c'est de comprendre le fonctionnement. Nous, ce qui nous intéresse là, donc là, on voit sur la page d'accueil que déjà au 23 avril, donc c'est l'arrêt de l'imprime écran, au 23 avril, cette entreprise disposait de 16 258 € sur son compte. À ce jour, elle a réalisé 121 708 € de recettes, 90% de l'objectif est réalisé, donc nous sommes en retard. Aujourd'hui, enfin au 24 avril, nous savons que par rapport à notre objectif, nous avons 13 692 € de retard. Et sur les charges d'exploitation, là par contre nous sommes en avance puisque nous sommes à 113 631 €. Alors la trésorerie c'est toujours en TTC et c'est toujours précis. Donc là on est à 113 631 € de charges, mais on a économisé 26 870 € depuis le début de l'année.
là, ça nous fait voir également que sur la courbe, alors vous voyez, c'est des privilèges plus 15, plus 30, plus 60, c'est paramétrable, mais là, nous savons que forcément notre trésorerie, pas forcément, mais notre trésorerie en tout cas va baisser, et là, on arrive sur des points critiques. Donc, ça va nous permettre aujourd'hui de prendre des décisions pour pas le vivre. L'autre aspect que nous voyons sur cette entreprise, c'est que ça, c'est la répartition des charges, et nous observons qu'aujourd'hui, la partie fournisseur, c'est 50,3% des recettes. Ce qui est important, puisque dans une entreprise, là aussi, c'est un principe, ça reste un principe, mais dans une entreprise, le chiffre d'affaires est composé de 30% de masse salariale, 30% de frais de fonctionnement, 30% de fournisseurs, et les 10% restants doivent correspondre aux bénéfices. Là, on s'aperçoit qu'on a 50% pour les fournisseurs, qui est ici, ce qui est, pour nous déjà, c'est une alerte. C'est-à-dire que les charges fournisseurs sont peut-être trop importantes. Et derrière ça, il y a peut-être des problèmes de rentabilité ou d'achat non maîtrisé. Enfin, il va falloir creuser pour prendre les actions. Après, bon, on a les charges prévues, les recettes, les charges et les recettes qui arrivent, les différents rapports qu'on peut mettre en place et les données. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui. Mais donc voilà, déjà le premier écran et ce seul écran, ça nous donne déjà beaucoup d'informations sur l'entreprise. Et là-dessus, encore une fois, c'est nous avons voulu quelque chose de très simple, très pragmatique, qui permet on s'occupe très peu de temps on passe très peu de temps sur la saisie puisque ça se fait de manière automatique. Par contre, beaucoup plus sur l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme écran sur le résumé des objectifs? Là, par exemple, on s'aperçoit qu'on a pour cette entreprise 386 000 € d'objectifs de recettes, qu'aujourd'hui on est à 135 400. On est effectivement en retard puisque nous sommes qu'à 121 000. Donc, il y a ce delta-là qu'on a vu tout à l'heure. C'est pareil pour les charges. On a un objectif de trésorerie à 46 787 €. On a commencé au 1er janvier à 11 510 € sur le compte bancaire. Donc, notre objectif, c'est de finir à 46 787 € au 31 décembre, 92, 31 décembre. C'est très précis. Mais du coup, ça nous permet d'avoir notre feuille de route. Donc, on gagnerait 35 277 € de solde. Donc, on gagnerait en termes de trésorerie. Et là aussi, une entreprise qui dégage un solde créditeur qui gagne comme ça 35 000 €, 277, même si on n'a pas notre prévisionnel de rentabilité sous les yeux, ça nous permet quand même d'avancer qu'il y a de fortes chances pour qu'on sorte du bénéfice. Là, sur ce mois-ci, vous voyez, on avait prévu de perdre 8 101 € et on a gagné 4 748. Donc, en fait, c'est décliné. Voilà, donc après, ça, c'est la répartition des recettes et des charges qu'on a vues. Et puis, ce dernier slide, parce que l'idée, c'est pas d'inonder la présentation et des slides de techniques comme ça, mais là, en fait, vous voyez, pour cette entreprise, hop, la ligne rouge, c'est son solde et les mouvements de son solde. Alors, ce qu'on s'aperçoit là-dessus, nous, par contre, ça, c'est un signal d'alerte également, puisque vous voyez qu'on peut très vite passer, donc là, on est sur 3 mois, jusqu'au 6 mars, par exemple, nous pouvons passer de 4 000 € jusqu'à quasiment 40 000, et puis dans les 15 jours, repasser à 8 000 €. Donc là aussi, il y a certains prévisionnels de trésorerie que je constate où le chiffre d'affaires mensuel est le même, où les charges sont les mêmes. C'est juste impossible. Donc, vous voyez, ça, c'est la réalité de vos entreprises, de nos entreprises. Donc, là aussi, ça nous met en alerte, en tout cas en disant attention parce qu'il y a des fluctuations qui sont quand même importantes. Et puis là, vous voyez, ici, c'était notre en partie pointillé bleu ciel. C'était notre prévisionnel avant cette crise du Covid-19. Eh bien, nous avons fait un deuxième scénario avec la crise du Covid-19, mais qui nous permet malgré tout d'arriver à quasiment 30 000 € de trésorerie pour démarrer à 11 000. Alors forcément, on va être éloigné de notre objectif, mais on est quand même serein puisque ça nous permet malgré tout de faire une année plutôt sympa. Donc voilà un peu les données qu'on peut avoir avec les outils. Alors, avant de passer aux questions, c'est vrai que moi, très souvent, j'entends dire Francis, ce que tu me racontes là, évidemment, j'y suis sensible, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas les outils, je n'ai pas la compétence pour réaliser ces prestations, ce travail-là.
sachez que là-dessus, nous avons la possibilité de vous aider, de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon mail, mon téléphone, vous avez le site internet que vous pouvez aller voir et je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de faire le point sur votre situation. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, on peut passer peut-être aux questions du chat que je n'ai pas vues. Je ne t'ai pas coupé, ils ont été très attentifs à tes paroles, Francis. Donc, je n'ai pas eu de questions dans le chat. Donc, pas de questions supplémentaires à aborder par rapport à ce qui avait été soulevé déjà dans l'inscription. Alors, peut-être je vais les laisser, on peut prendre un petit moment pour, voilà, s'il y a des gens qui veulent reprendre leur micro en main et poser quelques questions en direct. Alors, si vous voulez récupérer votre micro, il suffit juste de recliquer sur le petit icône du micro en rouge qui est barré. Il passera en noir et du coup, vous pourrez poser les questions, on vous entendra. Non, pas d'interaction. Bon, ça veut dire que c'est limpide, que tout le monde a compris. Bonjour. Ah si, quelqu'un. Allez. Bonjour. Bonjour, merci de cette présentation, Francis. J'aurais une question, c'est sur la personnalisation du coût horaire. Vous avez évoqué en cette période une stratégie qui consisterait à être vigilant et à pouvoir éventuellement le faire fluctuer. J'aimerais que vous en parliez un petit peu plus. Comment on peut, vis-à-vis de certains clients, faire fluctuer le taux horaire dans l'approche des chiffrages? D'accord. Alors, le taux horaire, merci pour cette question parce qu'effectivement, c'est un élément fondamental dans la vie d'une entreprise. Le taux horaire, effectivement, déjà, une des premières choses, c'est de le définir par rapport, encore une fois, à nos charges. Quel est le taux horaire que je dois appliquer pour pouvoir couvrir mes charges? Et le deuxième aspect, c'est combien d'heures sont disponibles dans mon entreprise pour être vendues, parce qu'il y a des heures vendables et des heures non vendables. Je m'explique. Si vous avez, admettons, une assistante, une secrétaire qui vous aide dans vos papiers, la partie administrative, concrètement, ces heures-là, on ne peut pas les vendre aux clients. Ce qu'on va pouvoir vendre, c'est les heures vraiment productives. Donc, je ne connais pas votre activité, mais donc la première chose, c'est quel est le volume d'heures vendables dans mon entreprise dont je dispose. Faisons attention, c'est pas le volume total, c'est vraiment les heures vendables qu'il faut prendre en compte. Et quel taux je dois appliquer pour être rentable. Alors, là aussi, moi, quand je vous disais que ce taux horaire-là ne peut pas être le même que celui du voisin, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes charges. Peut-être que vous avez un loyer à payer et que lui n'a pas à payer aussi. Donc, et là aussi, ça va dépendre. Profitons aussi de ce moment pour se remettre en cause personnellement. C'est-à-dire que quand je fais un chiffrage, quand vous réalisez un chiffrage là-dessus et que vous estimez que pour telle ou telle opération, telle ou telle prestation, il vous faut 20 heures et que dans la réalisation, on s'aperçoit que c'est 30 heures, c'est peut-être parce que vous l'avez mal réalisé, mal chiffré. Alors après, là aussi, je mets un petit bémol. Attention, alors c'est très important de faire attention à la concurrence, ça c'est vrai. Mais par contre, si la concurrence, vous apercevez que dans la concurrence, il y a des prix qui sont bien plus faibles que ce que vous souhaitez appliquer, n'allez pas vers ces clients-là, parce que vous allez perdre de l'argent pendant que vous réalisez ce chantier. Si vous alignez, que vous réalisez ce chantier-là et que, alors vous allez encaisser, certes, mais pendant que vous faites ça, vous ne faites pas d'autres chantiers qui auraient pu être rentables. Derrière cette notion de taux horaire, de tarification, une fois qu'on a mis en place dans notre entreprise, ce qui est important, c'est vraiment de savoir à qui on veut vendre et comment on va le vendre. Moi, je prends l'exemple des restaurants, par exemple. Des restaurants, il y en a qui proposent des menus à 12 € et il y en a d'autres où c'est bien plus élevé. Et c'est pas pour ça que un ou l'autre n'ont pas de clients. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, moi, de toute façon,
je suis à 40 € de l'heure, ce qui est en général assez faible malgré tout, mais je suis à 40 € de l'heure et pour passer par rapport à la concurrence, etc., je vais travailler toute l'année, je vais certainement avoir du travail, mais au fur et à mesure des mois qui vont passer et quand le comptable va me sortir le bilan ou quand moi j'en aurai connaissance, je m'apercevrai que non seulement j'ai pas gagné, mais des fois j'ai même de l'argent. Et ça, c'est la pire des choses pour un entrepreneur. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non, ma question, ça, je pense que c'est intégré. Ma question, elle était sur une gestion de crise, sur fond de crise, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc comment faire l'approche budgétaire et l'approche des devis avec un taux qui serait variable et qui serait fonction de la situation. Parce que si on part de ce postulat, ça veut dire que forcément, ça ne va pas être un taux qui va être à la hausse. Ça veut dire revoir ses prix à la baisse. Ce qui met en danger fortement la perception de l'entreprise et c'est ce qui me semble. Oui. Si tout le monde révise ses taux à la baisse, donc concurrence, etc., c'est pas une situation saine. Alors là je vais peut-être me réexprimer parce que je me suis peut-être mal exprimé. C'est absolument pas ce que je voulais dire. Justement, pour moi, une erreur de gestion, ça serait de dire bon, mais là, j'ai une certaine partie de ma clientèle qui il faut la reconquérir. Je vais baisser mes prix pour les avoir. Pour moi, ça serait une erreur majeure. Donc, évidemment que la baisse de prix aujourd'hui, pourquoi elle se justifierait? Encore une fois, ce qui est important, c'est de se recentrer sur son entreprise pour voir les charges que nous avons et comment on peut les payer, comment on peut les couvrir. Et de là, il va en sortir un taux horaire. Après, c'est la façon dont nous sommes organisés qui va faire la différence, la façon dont nous allons respecter notre planning. Mais je n'ai jamais dit, en tout cas, c'est pas le message que j'ai voulu faire passer, de dire, bon, mais aujourd'hui, avec la crise, baissez vos tarifs parce que sinon, baissons nos tarifs parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je ne pense pas que ce soit la solution. Après, évidemment, chaque cas est à voir, cas est à voir au cas par cas, justement, parce que s'il y a un chantier qui est générateur de chiffre d'affaires et qu'on en a besoin aujourd'hui, peut-être qu'il faudra accepter de marger un peu moins sur ce chantier-là et d'être un peu moins rentable. Et pour moi, ce serait une grossière erreur de dire bon, mais voilà, on va baisser nos tarifs pour faire revenir la clientèle. Parce que tôt ou tard, de toute façon, dans la gestion de notre entreprise, tôt ou tard, il y aura l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rentrer peut-être un peu de chiffre d'affaires, mais pendant encore une fois qu'on fait ça, on ne travaille pas et on ne fait pas d'autres prestations qui pourraient être plus rentables. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est et c'est légitime, c'est une situation, entre guillemets, de panique qui risque de tirer les choses vers le bas, parce que toute entreprise va vouloir travailler, obtenir des marchés, et dans une situation où il faut justement conserver une pérennité de l'entreprise, ça risque d'avoir cet effet-là. Et cet effet-là, c'est un effet de cascade. Oui, alors là, par rapport à ce que vous dites, moi, j'ai commencé par ça. Aujourd'hui, en fait, dans les faits, dans ces situations comme ça de crise, moi, le conseil que je donnerais, c'est de se recentrer encore une fois sur nos chiffres. Parce que dans ce que vous dites, vous y mettez, et évidemment, on le comprend parfaitement, beaucoup d'émotions. Et puis, c'est une interprétation. Qui vous dit aujourd'hui que les gens, il va y avoir cette notion que vous parliez d'angoisse ou de panique, qui vont faire que les prix vont baisser? On n'en sait rien. Vous avez peut-être raison, comme peut-être que vous avez tort, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Donc là-dessus, notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est justement de ne pas céder à ces notions d'angoisse, de panique, de se recentrer sur nos chiffres parce que là, il n'y a pas d'émotion et de faire en sorte de passer la crise. Donc, et de pouvoir même rebondir et devenir meilleur. Aujourd'hui, dire bon, mais voilà, moi, je vais baisser mes prix parce que les autres vont baisser leurs prix parce que il y a l'angoisse, parce que, etc. On ne sait pas. C'est une interprétation.
Et il faut se méfier de ça. En tant que chef d'entreprise aujourd'hui, recentrons-nous sur nos chiffres parce que eux, encore une fois, il n'y a aucune émotion qui en sort. Et puis, basons-nous uniquement sur ça. Après, est-ce que les prix vont baisser, vont augmenter? Peut-être que vous avez raison, que certains vont tendance à baisser leur prix, mais ça va pas durer, ça. Et ces gens qui baissent leur prix, c'est pas pour ça qu'ils s'en sortiront mieux, voire même vont dégrader leur situation économique. Donc là-dessus, c'est à nous à se positionner. Et puis peut-être que ça repartira aussi sur un effet inverse où ça va d'autant plus consommer. On n'en sait absolument rien et il n'y a pas un seul économiste aujourd'hui qui prend la parole là-dessus. On ne sait pas où c'est qu'on va. Mais tant que on vit cette crise tous de la même façon, enfin, cette crise est la même pour tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, moi, je me ressens sur mon entreprise, j'agis sur ce que je peux maîtriser, sur mes chiffres, et je fais en sorte d'assurer une rentabilité de mes prestations. Après, on verra ce qu'il en est. Par contre, c'est très important d'être vigilant, et là, vous avez raison, à la concurrence. C'est-à-dire que si vous apercevez que vous avez du mal à remplir votre planning, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'on consulte un peu moins ou est-ce qu'on consulte? Oui. On a une petite perception. On a aussi une intuition, c'est que les projets qui étaient prévus et qui auraient dû être réalisés et achevés ont plus ou moins été décalés de 2 mois. Donc, ce qui fait que les nouveaux projets, très souvent, dans le secteur dans lequel je suis, ont été suspendus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se feront pas, mais donc on va arriver en plus en période, quand on reporte de 2 mois, on va arriver à la période estivale. Je pense que chacun voudra prendre l'air. Et donc, du coup, on va avoir un décalage qui est au minimum de 4-5 mois. Et ce décalage de 4-5 mois, sous réserve que les projets antérieurs remettent en route, va être très dur à porter par les entreprises, par nos entreprises. Oui, c'est ça ce que je veux dire, et que y compris les devis signés, les devis validés, les marchés validés, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui étaient en cours de négociation, nous, dans le secteur d'activité que l'on a, il y a déjà eu des réponses de clients qui nous disent ben, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc, ces projets qui étaient sur le point d'aboutir sont reportés sine die sans pour cela avoir la moindre vision de la date de démarrage, parce que le client ne le sait pas lui-même. Oui. Alors là évidemment, ça, ce que vous dites là, c'est bien parce que c'est concret, ce sont des faits. Moi, en toute humilité, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de dire déjà, ce que vous faites là, c'est un constat. Donc, est-ce que vraiment agir là-dessus? Si vous estimez que vous avez fait le maximum au niveau de votre gestion de trésorerie pour passer ce cap-là, il y a quand même aussi, rappelons-le, les aides de l'État qui sont là pour nous aider à passer ce cap, et notamment les fameux PGE, prêts garantis par l'État. Et dans votre cas, c'est quelque chose qui serait peut-être une des solutions pour permettre justement de passer ce temps-là. On va la mettre on est en train de constituer, c'est pas encore fait, mais avec le cabinet comptable, l'expertise comptable, on est en train de travailler là-dessus. Mais je crains que le décalage est vraiment, c'est pas la décision, elle n'est pas à long terme, mais elle est à moyen terme qui est de l'ordre de 6 mois minimum. Et avec des clients qui sont qui ont pignon sur rue, qui ne savent pas en fait. Oui, mais ils ne savent pas parce qu'ils dépendent de conseil d'administration, ils dépendent de décisionnaires. Oui. Alors, c'est compliqué, quoi. Francis. J'arrive juste, j'aimerais juste répondre à ça. Dans ce que vous dites là, rappelons-nous au départ, quand j'ai commencé la présentation, oui,
acceptons que ça va être extrêmement compliqué. Oui, acceptons qu'on vit une situation totalement inédite avec très peu de visibilité et faisons preuve de résilience. Évidemment que ça va être difficile. Évidemment que dans ce que vous expliquez, bien sûr que oui, ça va être difficile. Les 6 prochains mois vont être extrêmement compliqués. Vous avez des mises en attente de prestations, etc. Comment nous pouvons passer cette période-là? Il existe des solutions comme le PGE ou comme vous, si vous pensez avoir fait le nécessaire auprès de votre trésorerie, il peut exister effectivement cette solution-là. Par contre, ça ne veut pas dire aussi que il ne faut pas continuer et se battre et proposer, aller chercher peut-être de nouveaux clients, etc., pour relancer au plus vite le mécanisme. Alors, je sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais oui, bien sûr que oui, que ça va être compliqué. Maintenant, la différence, vous savez, c'est pendant la tempête qu'on reconnaît les meilleurs marins. Donc, bien sûr que ça va être compliqué. Bien sûr que ça va être difficile. Ça, personne ne peut dire, moi, je vais passer en me roulant les pouces, ça va aller. Évidemment, il va falloir se battre. Maintenant, lâchons pas, quoi. Lâchons pas. Serrons-nous les coudes. Mettons toutes les actions que nous pouvons mettre pour se faire connaître, pour dire que nous existons, que nous réouvrons que nous réouvrons notre commerce, etc. Et que en faisant tout pour que ça puisse repartir le plus vite possible. Après, encore une fois, on ne maîtrise pas tout. Francis, on ne peut pas. Oui. J'ai une question. Une partie de mon activité qui est congrès et séminaire est à l'arrêt pour au moins 6 mois minimum. J'envisage de faire de la formation pour compléter mon offre de mission. Y a-t-il des outils ou des démarches spécifiques à envisager pour pallier à ce type de demande? Précision, je suis éligible au FIFPL et à jour de mes cotisations. Oui, alors ça, c'est une question qui est un peu plus personnelle, donc oui. On peut peut-être y répondre dans aux questions parce que c'est quand même une question qui est très orientée. C'est spécifique, oui. Voilà, donc ça, on pourra y répondre dans les FAQ qu'on remettra à chaque participant, mais en tout cas, parce que moi, je ne vois pas de question, hein, donc de cette initiative, l'initiative en tout cas est intéressante. Là, il y a une réaction d'un chef d'entreprise qui dit, bon, moi, mon activité est à l'arrêt, c'est comme ça, j'y suis pour rien. Par contre, comment je pourrais me diversifier? Et c'est une des solutions. Alors, il y en a peut-être d'autres, peut-être que celle-là est bénéfique, mais en tout cas, ça, c'est vraiment une réaction qui mérite d'être soulignée parce que ça permet, encore une fois, personne ne le fera à notre place. Donc voilà. Après, j'y répondrai de manière spécifique dans la FAQ parce que sinon, c'est pas sûr que ça intéresse tout le monde. Francis? Oui. Est-ce que tu peux donner ton avis, tes préconisations par rapport à une montée en puissance progressive, justement, de l'activité? Le côté judicieux ou pas de garder éventuellement du personnel en chômage partiel et de monter progressivement pour n'attraper finalement que peu de chantiers mais rentables par rapport après à vouloir repartir en plein pot en embauchant tout le monde, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus logique? C'est une vraie remarque, merci Gilles de me la poser. Là aussi, nous, en tant que chef d'entreprise, nous devons prendre des décisions et quelquefois, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais je prends l'exemple d'un restaurateur, mais dans votre activité, ça peut être la même chose, qui emploie une dizaine de salariés. Est-ce que dès qu'on va lui dire, alors lui déjà il a aucune visibilité parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va ouvrir, et dès qu'il va ouvrir, est-ce qu'il repart avec ses 10 employés? Est-ce que ce serait judicieux? Moi, je pense que ce serait une grossière erreur de gestion. On ne sait encore pas comment ça va réagir. Donc, commençons là aussi d'un point de vue personnel. Moi, de personnel, moi j'estime que chacun d'entre nous devrons nous poser la question comment je repars et avec qui? Parce que déjà, il y a le comment, mais il y a avec qui. C'est-à-dire qu'il faudra faire le choix de faire reprendre certains salariés et d'autres qui resteraient au chômage partiel. Et puis derrière ça, il y a cette notion de durée aussi. Parce que est-ce que je vais pouvoir garder l'ensemble de mes salariés et pendant combien de temps?
l'État aujourd'hui assure le suivi au niveau du chômage partiel, mais ça va durer combien de temps? Donc, toutes ces questions-là aussi, bien évidemment, il faut se les poser, mais il me semble pas possible de pouvoir repartir comme on était avant. Il va falloir avoir une phase d'adaptation et peut-être repartir avec un peu moins de personnel, voir un peu ce que ça donne. Et puis petit à petit, alors évidemment, si ça revient, bien, tant mieux. Si ça revient pas, bien, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Quelle décision nous prenons? Parce que, encore une fois, on peut décider de dire non, non, mais moi, mes salariés, je les laisserai absolument pas tomber. Je repars comme j'étais avant. Et ce qui risque de se passer peut-être, c'est que ben, l'ensemble de vos salariés, vous les amenez à l'arrêt de l'entreprise. Donc, la priorité, c'est la survie de l'entreprise. Et alors, évidemment, choisissons avec qui nous devons repartir. Laissons notre personnel, ceux que nous n'avons pas choisis au chômage partiel. Et puis, recommençons progressivement pour voir ce que ça donne. Mais on ne pourra pas repartir comme avant. Je ne sais pas, Gilles, si ça correspond à... Si j'ai bien répondu à ta remarque. On a perdu Gilles ou alors le micro est éteint. Oui, ça y est, le micro, oui, voilà. Voilà. Donc, c'était éventuellement après fonction des activités de chacun, comme tu le disais, mais voilà, arriver peut-être à préférer faire un tiers d'activité au départ, mais justement choisissant des activités rentables plutôt que de vouloir reprendre tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, je suis parfaitement en phase avec ça. Ok, pas d'autres questions, moi, dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Vous avez des questions particulières sur votre propre activité? J'ai eu la question, hein, effectivement. Donc, Francis Bécamel propose un accompagnement individuel à l'entreprise qui le demande. Mais là, c'est hors cadre du webinaire et c'est hors cadre de l'intervention de la communauté de communes du pays de Lunel. C'est vraiment entre le réseau Rivalis, donc Francis Bécamel, et l'entreprise. Voilà. On m'a posé la question, en fait, de tes coûts de prestation. Oui. Voilà. Oui, mais là l'idée, c'est que... Voir directement, hein, si elles souhaitent avoir quelque chose de beaucoup plus individuel. Voilà, c'était aussi une manière de pouvoir les sensibiliser sur la question pour qu'après vous puissiez ou pas choisir de poursuivre, avec Francis sur des questions beaucoup plus précises. Carole, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce dont on a un peu entendu parler, de la possibilité de la CCPL d'aider les entreprises avec un budget qui aurait été dégagé pour ces aides? Donc là, on est hors webinaire, hein, parce que oui. Effectivement, nous, on a mis en place des aides pour les entreprises. Et d'ailleurs, ce webinaire fait partie du soutien qu'on leur accorde pour pouvoir les aider au maximum à pouvoir repartir dans leur activité avec une autre manière de gérer la trésorerie. Sur la communauté de communes, donc il y a effectivement une enveloppe d'1 million d'euros qui a été dégagée pour aider les entreprises qui ont perdu entre 40 et 50% de leur chiffre d'affaires. Et c'est adossé en fait au volet 3 de la région Occitanie qui a mis en place aussi une aide spécifique. Nous n'avons pas souhaité abonder le volet 1 de l'État pour les entreprises qui ont perdu plus de 50%, parce que si nous avions abondé le volet 1, nous n'aurions pas pu territorialiser l'argent, c'est-à-dire que nous l'aurions mis dans le pot commun de l'État et il ne serait pas allé de manière ciblée sur les entreprises du pays de Lunel. Voilà. Après, on réfléchit également à pouvoir mettre en place une autre aide complémentaire à celle-là pour aider à la relance. Voilà, tout est ouvert. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, nous, collectivités, on est un peu comme vous, entreprises, c'est-à-dire qu'on navigue à vue. On ne sait pas exactement de quoi les entreprises ont besoin, le type. Nous, on est sur une aide, c'est-à-dire qu'on est sur un montant qui est donné à l'entreprise qui remplit les critères. On n'est pas sur des prêts. Voilà. Mais voilà, c'est peut-être insuffisant, c'est peut-être trop. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas vraiment, on tâtonne. Donc voilà, on a mis 1 million d'euros avec la région. Et pour en bénéficier, il faut voir la région pour pouvoir remplir le volet 3. Et à partir du moment où vous avez une aide de la région, donc pour les entreprises qui ont perdu entre 40 et 50% de leur chiffre d'affaires, ensuite nous, on double. C'est-à-dire que si la région vous a versé 1 000 euros, on vous en versera 1 000.
la région vous a versé 1500, on vous en versera 1500. Voilà. La porte d'entrée, c'est la région Occitanie. Bien préciser que du coup, on est hors volet 1 qui concerne un maximum des entreprises. Et oui. Souvent, on a ce type de questions dans les appels téléphoniques auxquels on répond. Et oui, on a beaucoup d'entreprises qui ont perdu plus de 50%. Donc, la plupart, elles ont fait 0 chiffre d'affaires, surtout sur le mois d'avril. Voilà, c'est là où finalement, nous aussi, c'est important qu'on puisse mettre à disposition des entreprises des outils et des informations pour qu'elles puissent au maximum voilà, subir ça le moins douloureusement possible, on va dire. Donc l'accompagnement se fait avec la hotline aussi, hein, donc on a tout un panel d'aide à proposer. Rares quand même sont les entreprises qui passent au travers, mais il y en a qui malheureusement n'ont droit à rien non plus. Voilà, ça fait partie des situations un peu délicates. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous remonter. Si vous avez pour un prochain webinaire, si vous avez des questions ou des sujets spécifiques que vous voulez voir abordés, de manière à ce que nous, on puisse vous mettre à disposition aussi un animateur de qualité et que vous puissiez avoir les informations demandées, n'hésitez pas aussi. Je vais faire passer un petit questionnaire dans lequel vous pourrez mettre vos suggestions. Par contre, j'ai une dernière question. Quels sont les 3 indicateurs pour prendre la décision de licencier et au pire mettre fin à l'activité de l'entreprise pour éviter une banqueroute personnelle? Alors ça, c'est une vraie question. La première recommandation que je donnerais, c'est ne pas le faire dans la précipitation. Aujourd'hui, regardons un peu ce qu'il en est. Alors encore une fois, ça, il faudrait l'étudier pour voir ce qu'il en est. Mais très simplement, quand on se retrouve en cessation de paiement, c'est-à-dire quand on ne peut plus honorer nos charges et que là aussi on met le côté affect de côté, enfin on met le côté affect de côté, effectivement le côté émotion, on s'intéresse aux chiffres et qu'on s'aperçoit que malheureusement il n'y a aucune raison que ça s'améliore. Là, effectivement, l'idée de déposer le bilan, le dépôt de bilan est un acte de gestion. Après, ça se prépare. Ça se prépare déjà psychologiquement. Il faut quand même savoir rebondir personnellement derrière un dépôt de bilan. Maintenant, c'est un acte de gestion parce que là où la personne qui a posé la question est vigilante, c'est que plus on attend, plus ça peut devenir extrêmement compliqué. Donc l'idée, là aussi, c'est de faire un diagnostic, de voir vraiment où on en est aujourd'hui. Est-ce que je suis réellement en cessation de paiement? Est-ce que je ne peux plus payer mes charges là-dessus? Ou est-ce que c'est passager? Parce que avant de déposer le bilan, on peut passer par des procédures collectives. Et là aussi, hein, il suffit aussi de regarder ensemble, enfin de regarder l'entreprise et de voir si j'ai des dettes et c'est ces dettes-là qui me mettent vraiment en banque dans le rouge. Si demain je n'ai plus ces dettes, est-ce que mon activité est viable? Si c'est le cas, il faut passer par les procédures parce que quand on est en procédure, on gèle les dettes durant la période d'observation. Donc on passe en procédure, ça nous laisse du temps pour constituer de la trésorerie qui va nous permettre de payer l'ensemble des dettes. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc peut-être que là aussi, la première des questions, la première, à mon sens, des choses à faire, c'est se dire où j'en suis aujourd'hui, est-ce que je peux payer ou pas mes charges, est-ce que ce qui me met dans le rouge, c'est mes dettes antérieures ou est-ce que c'est mon courant? Si c'est mon courant et que j'ai des dettes antérieures, évidemment, ça peut être compliqué d'aller plus loin. Et si c'est le cas, mais encore une fois, attendons aussi, ne le précipitons pas parce que, et puis bon, après, vous avez des partenaires. Alors nous, évidemment, nous sommes là pour, on accompagne également les entreprises en difficulté, notamment de trésorerie. Donc, on serait capable de faire une intervention dans l'entreprise, mais vous avez également des partenaires banquiers ou comptables, voire même la CCI ou les institutionnels qui pourraient vous aiguiller là-dessus aussi pour voir quelle décision à prendre. Mais l'idée, c'est vraiment déjà de faire le constat. Est-ce que je suis en cessation et pourquoi je le suis? Et parce que là aussi, il y a des entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie, mais qui arrivent à bien se relever. Donc voilà, il faut quand même mesurer tout ça. Mais là aussi, on est à votre disposition. Bon pour tout le monde.
a d'autres questions avant de clôturer? Bon. Ben, a priori, voilà, pas de questions. Dans le chat. Non, dans le chat non plus. Bon, bah écoutez, Juste peut-être rappeler qu'effectivement, il y a eu une question. Non, ça coupe. Oui. Juste peut-être rappeler qu'effectivement, il y a des questions qui ont été posées avant le webinaire et qu'ils vont recevoir les réponses oui. de manière personnelle. Tout à fait. Bon, bah dans ce cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Avec plaisir. Attends, faut que je demande un truc. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible, parce qu'en fait, j'ai été déconnectée à plusieurs reprises, moi, sur la vidéoconférence, là. Du coup, est-ce qu'il est possible, je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Si. Je vous entends, oui. Ah, excusez-moi, j'étais un peu vulgaire tout à l'heure, je pensais que le micro était coupé, je suis désolée. C'était juste pour savoir si on peut avoir une synthèse là, de ce que vous avez affiché sur écran, si on pouvait le recevoir par mail. Oui, tout à fait. Vous allez recevoir le PowerPoint de présentation de Francis et un document aussi en réponse à toutes les questions qui ont été posées au moment de l'inscription et pendant le chat. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce qu'il est possible, bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que c'est possible d'avoir le contact avec l'ensemble des participants dans le document qui sera remis? Je te le dirai. Allô? C'est-à-dire? Il y a, je sais plus, il y a 20 participants, 28 participants. Oui. Est-ce que peut-être que donc ce sont tous des chefs d'entreprise? Ça pourrait être intéressant qu'on puisse échanger, éventuellement, voilà, avoir la possibilité de se parler. Alors, par rapport à l'échange de mails, nous enverrons le diapo à tout le monde en copie cachée, de manière à préserver quand même l'anonymat des entreprises, les adresses mail, etc. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à part vous qui faites cette demande-là, on n'a pas reçu d'autres demandes d'entreprises on va dire, à discuter précisément ensemble. Vous avez aussi le site internet, vous avez Facebook, qui a un groupe qui a été créé aussi par Francis Bécamel pour rassembler les partages d'entreprises. Après, si vous voulez que votre adresse soit diffusée aux personnes qui sont participantes, on peut le faire. Et libre à elles ensuite de pouvoir vous contacter si elles le souhaitent. Et puis peut-être aussi préciser, rappeler le groupe Facebook qui permet aussi justement de se connecter entre vous et peut-être en message privé justement d'échanger un contact plus privilégié entre les uns et les autres. Voilà. Oui, je pense que c'est important dans la situation dans laquelle on vit d'avoir de la solidarité, d'avoir la possibilité de partager, peut-être de pouvoir échanger sur des solutions qui sont créatives, inventives et qui permettent à d'autres aussi de se stimuler. Ça me paraît bien de pouvoir libérer les possibilités de rentrer en contact. Et les contacts se feront ou se feront pas, mais ça c'est important. Donc on vous rappellera de toute façon dans le document le nom du groupe Facebook de manière à ce que tout le monde puisse se connecter. Le groupe Facebook, c'est Entrepreneurs Bon Âge Pays Lunérois. Voilà. D'accord. Donc là, c'est un groupe ouvert. Je vais vous le mettre dans le chat tout de suite. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus. Donc, attends. Hop. Voilà. Là, vous avez du coup l'adresse du chat du groupe Facebook qui a été créé et qui du coup voilà incite au partage d'expériences. Et pour l'instant, il y a à peu près 101 membres qui sont présents dans ce groupe. D'accord. Personnellement, je ne le vois pas, la CI. Alors, vous avez normalement tout en bas, aux côtés de différentes icônes, vous devez avoir un petit logo avec une bulle.
Et vous Oui, allez c'est ça, avoir un oui. point rouge sur le logo avec la petite bulle. Cliquez dessus et le chat va apparaître à votre droite. Oui, mais je vois le chat, mais je vois pas le. Et donc en bas, normalement, Carole a partagé à tous les Ah oui, ça contacts y est. avec un lien D'accord. Facebook. D'accord. Bon, après ça, on pourra Mais on le redonnera. le relais par la suite. Je Ouais. l'ai noté. Oui, voilà. Bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci à tous et voilà, bon courage pour ces quelques semaines encore un peu difficiles qui s'annoncent. N'hésitez pas à nous faire part des sujets plus précis que vous voudriez voir abordés, voir vraiment de tout ce qu'on peut faire pour vous aider, on le fera. Dans la limite de nos moyens, bien sûr, mais voilà, si vraiment vous avez des besoins spécifiques, faites-le nous remonter pour qu'on puisse pallier au plus grand nombre. Oui, Carole, j'ai encore une petite question. Est-ce qu'éventuellement, ce pôle-là de connaissances peut rentrer dans vos modules formatifs sur le graphisme, par exemple, qu'on peut mettre sur les publicités, les cartes de visite, même sur Facebook, le graphisme, pas tape à l'œil, mais qui puisse engager donc un client plus que sur un autre graphisme, quoi. Enfin, des couleurs, par exemple des couleurs, une typographie, des dessins, enfin quelque chose de plus sympa. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez ça dans votre panier? On va le Je sais pas si noter. vous m'entendez. Oui, on va le noter. Après, c'est vrai que ma question était plus spécifique à la situation actuelle. Oui, C'est-à-dire vraiment à la gestion d'une entreprise. crise et d'urgence. Voilà. Mais on va les noter parce que ça peut être effectivement intéresser d'autres entreprises, mais en fonction de vos retours, on fera aussi une sélection. Sachant que nous, en temps normaux, voilà, Via Innova propose aussi des formations auprès de chefs d'entreprise. Alors, c'est vrai que plus spécifiquement sur les pépinières, mais voilà, ça peut aussi s'envisager. Mais c'est vrai que c'est noté en tout cas. Ouais. Mais par contre, ce sont des formations qui sont payantes ou qui sont prises en charge par le conseil régional. Enfin, j'ai pas tout suivi là. Je suis désolée, j'ai été coupée plus de la moitié du temps. Du coup, j'étais un petit peu contrariée. Vous voyez, quand j'ai repris le micro, je savais même pas que j'étais connectée sur micro pour tout vous dire. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là le webinaire parce que du coup, les sujets qu'on aborde ne sont plus du tout liés au pilotage de cette trésorerie. Comme ça, on libère tout le monde et on clôture l'enregistrement de ce webinaire. Vous avez normalement… On a les numéros de téléphone, oui. Voilà, hein, dans votre inscription, vous avez le numéro de téléphone et les adresses mail. Voilà, donc au moins pouvoir continuer ça, mais de manière autre que le webinaire et pouvoir libérer les Plus participants. individuel, c'est ça? Ce serait plus individuel ou ce serait plus collectif? Parce que je pense quand même que la communication est importante en fait pour le développement d'une entreprise. Changer sa communication, la modifier en fonction du temps, enfin voilà quoi, de ce qui se passe. Tout ça, je trouve que ça a quand même son impact. Tout à fait. Tout à fait. L'idée Et par rapport aux concurrents. Là, on est hors du webinaire en fait. Hors sujet. Voilà, il faut clôturer ce webinaire, donc on peut en reparler si vous voulez à un autre moment. Mais vous avez nos contacts dans l'invitation. Ah ben ça y est, je suis coupée, moi. Je n'ai plus personne. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Ah, pardon. Bon, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous pour votre attention. Merci, au revoir. Très bonne continuation à tout le monde. Soyons forts. Moi, ça y est, c'est fini. Ça y est, je suis coupée. C'est fini.